Bismillahirrahmanirrahim. Cher maître, chers confrères, chers consoeurs, bonsoir. Alors on va descendre au niveau du pelvis et on va parler des myomes utérins en IRM. Sans trop tarder, donc notre conférence va aborder l'aspect des myomes utérins, surtout savoir les localiser, la classification FIGO, savoir diagnostiquer un myome remanié, c'est un aspect atypique qu'il faut savoir, qui pose vraiment un problème de diagnostic différentiel qu'on va voir par la suite. Alors, comme introduction, myome ou lyomyome ou fibromyome ou fibrome, c'est la même chose. C'est une tumeur bénigne des cellules musculaires lisses de l'utérus. C'est la tumeur la plus fréquente chez la femme en activité génitale. Elle est souvent asymptomatique et dans les cas symptomatiques, on va avoir des mélométrorragies, voire des douleurs pelviennes. L'échographie, c'est l'examen complémentaire diagnostic de référence. Et l'IRM vient en seconde intention, surtout pour caractériser un bilan, pour faire un bilan précis pré-thérapeutique ou rechercher d'autres lésions associées aux myomes qui ne sont pas rares. L'échographie et l'IRM sont des examens complémentaires, c'est pas compétitif. Là où s'arrête l'échographie, commence l'IRM. Elle est indiquée dans les myomes nombreux, lorsqu'on a plus de 5 myomes, ou lorsque le myome est volumineux, plus de 5 cm. Pour les myomes difficiles à explorer en échographie, surtout les FIGO 7, on va voir par la suite. Pour les myomes atypiques, rechercher d'autres lésions associées et pour faire un bilan pré-thérapeutique d'une artério-embolisation. Donc nous avons une petite étude rétrospective menée de septembre 2018 à septembre 2019, comportant 35 femmes. La présentation clinique était, la découverte fortuite était la plus fréquente. Parfois c'était un bilan préopératoire, un doute diagnostique ou parfois une symptomatologie telle que les métrorragies ou les douleurs pelviennes. Toutes les patientes ont bénéficié d'une IRM pelvienne. Techniquement c'est connu, l'IRM du pelvis c'est connu, donc les trois plantes T2, surtout l'axial et le coronal en fonction de l'axe de l'utérus. Les axiales T1 et T1 FATSAT, la diffusion qui est la séquence la plus importante, et parfois on a recours à l'injection en perfusion, surtout en cas d'atypie ou pour un bilan pré-embolisation. Donc nous avons 35 patientes, donc comportant 112 myomes utérins. L'âge était variable de 27 à 91 ans, avec une moyenne à 44 ans, 5. Nous avons un pic à la 4e décade. Cliniquement, 70% des femmes, la plupart des femmes étaient asymptomatiques, 19% présentaient des saignements gynécologiques, plus rarement des douleurs, voire un bilan de fertilité. Le nombre était unique dans 53% et 47% c'était multiple. La taille varie de 7 mm jusqu'à 17 cm, avec une moyenne à 3 cm. La localisation anatomique, la localisation corporeale, dans près de 80% des cas, c'était la plus fréquente, et la phendique et ismique était plus rare. Alors, la topographie des myomes, c'est une notion très importante qu'il faut attirer. Il faut réfléchir bien sur la topographie des myomes parce que c'est grâce à la topographie qu'on va voir des signes cliniques. Donc la topographie des myomes va conditionner les signes cliniques, c'est-à-dire l'image qu'on voit à l'IRM doit expliquer la symptomatologie clinique de la patiente, et elle permet aussi d'orienter la prise en charge thérapeutique. Donc nous avons la radiologie interventionnelle, la radioembolisation comme arsenal thérapeutique. Nous avons la voie hystéroscopique pour les myomes sous-muqueux, la voie cilioscopique pour les myomes interstitiels ou sous-séreux, et la voie classique, laparoscopique. Et ce choix va dépendre premièrement de la topographie des myomes. Et finalement, grâce à la topographie, nous avons la classification FIGO. Donc, vous savez, pour le sein, on utilise l'ACR. Pour les myomes, on utilise la classification FIGO. C'est une classification qui permet un langage commun. C'est une classification internationale, reproductible, facile. Donc, on a sous-type de myomes, les myomes sous-muqueux, intramuraux ou interstitiels, les myomes sous-séreux et autres catégories de myomes. On commence par les myomes sous-muqueux, c'est les FIGO 0, le FIGO 1 et le FIGO 2. Le FIGO
0, c'est un myome, donc ici, en front hyposignal T2, totalement intracavitaire, pédiculé et entouré totalement par l'endomètre. Pardon, je reviens. Cette patiente avait un épaississement endométrial associé et la biopsie est revenue en faveur d'un cancer endométrial associé. Il faut toujours rechercher d'autres lésions associées. Le myome intracavitaire à l'échographie, c'est une masse hypoéchogène, ici, homogène, et en mode Doppler, le myome présente une vascularisation périphérique par encorbellement vasculaire. De ce fait, il pose un problème de diagnostic différentiel avec le polype endométrial. Lui, il est hyperéchogène à l'échographie, parfois des mucokystes au-dedans. Au mode Doppler, il présente un pédicule, une vascularisation, et à l'hystérosonographie, grâce au liquide, il est bien dégagé. Donc, en IRM, le polype n'est pas en front hyposignal T2, il a un signal identique à l'endomètre, des microkystes. Vous vérifiez toujours la diffusion, il n'y a pas d'hypersignal diffusion. Pour les myomes FIGO 1, c'est un myome avec une composante sous-muqueuse prédominante, plus de la moitié elle est en sous-muqueux, et une petite partie elle est intramurale. Le myome FIGO 2, c'est un myome avec une majeure partie intramurale et une petite composante sous-muqueuse. Ici, donc la majeure partie est supérieure à 50% en intramural et moins de 50% en sous-muqueux. Ces myomes sont peu fréquents, des cas, 8,9% dans notre étude, 5% dans la littérature, mais ils sont cliniquement bruyants parce qu'ils sont source de saignement, de métrorragie surtout, par irritation de l'endomètre. Parfois, elle entraîne une fertilité par gène de l'annulation d'embryon. Et devant tout myome avec une composante sous-muqueuse, la sanction thérapeutique de référence, c'est la voie hystéroscopique. Et pour ce faire, pour réussir la résection par hystéroscopie, on a la règle des 5, c'est facile. La malade doit présenter moins de 5 myomes, qui font moins de 5 cm, et avec une marge de sécurité de plus de 5 mm par rapport à la séreuse postérieure. Parce qu'il y a un risque de perforation, il faut faire attention aux myomes contigus, parce que l'hystéroscopiste, lorsqu'il entre par voie intracavitaire, il commence sa morcellation. Donc la morcellation des myomes se fait en partie, et c'est pas ce qui se passe derrière, il peut perforer l'endomètre. Plutôt toute la cavité myométriale. Un exemple ici d'un myome dont on a vu déjà, c'est le FIGO 2. Il fait 4 cm, mais malheureusement, il y a 3,5 mm de la séreuse, ce qui contre-indique le geste hystéroscopique. Pour les myomes intramuraux, les myomes intramuraux ou interstitiels, c'est le FIGO 3 et les FIGO 4. Les FIGO 3, c'est un myome myométrial, mais il présente un contact avec l'endomètre. Pour le FIGO 4, il est totalement entouré par le myomètre. Les myomes intramuraux sont fréquents, près de 40% dans notre étude. La clinique sont souvent asymptomatiques. Parfois, lorsqu'ils sont multiples, elles peuvent compromettre la fertilité, soit par compression des trompes, par déformation de la cavité utérine ou par obstacle de la nidation. Le FIGO 4 était le FIGO le plus fréquent, en 40 cas, donc c'était le plus fréquent. Les myomes intramuraux posent un problème de diagnostic différentiel, surtout avec l'adénomyome. Et pour faire la différence, déjà sur le plan échographique, l'adénomyome, c'est une plage, contrairement au myome qui est un nodule bien circonscrit. L'adénomyome, c'est une plage mal limitée, ovalaire, intramusculaire, intramyométriale, mais parfois on trouve des lacunes anéchogènes. Et au flux Doppler, en Doppler, elle présente une vascularisation radiaire, centrale, mais pas périphérique. Sur le plan IRM, l'adénomiome est connu sous forme de plage
En front hyposignal T2, ce qui ressemble donc au myome, mais elle est toujours mal limitée. Il n'y a pas de limite nette avec le myomètre. Et l'aspect caractéristique et pathognomonique, c'est les spots en hypersignal T2 voire T1 en fonction du contenu liquidien ou hémorragique. On a ici un hypersignal T1 témoignant du contenu hémorragique. Ce sont des glandes endométriales dilatées au sein de la lésion à contenu hémorragique. La contraction utérine qui pose aussi un problème de diagnostic différentiel avec le myome intramural. On voit ici un exemple d'une contraction utérine qui disparaît quelques minutes après et on répète la séquence. Un autre exemple où on note une contraction murale postérieure. Sur les coronales, il n'y a pas de contraction. Alors, on revient un petit peu en arrière et on voit cette contraction utérine murale postérieure qui peut être interprétée à tort comme un myome avec effritement sur l'endomètre et épicissement mural postérieur. Sur les coronales, on voit que le myomètre est homogène, l'endomètre est en place, le mur postérieur égale au mur antérieur, il n'y a pas de lésion. Pour les myomes sous-séreux, c'est les myomes FIGO 5, FIGO 6 et le FIGO 7. Pour les myomes FIGO 5, c'est des myomes avec une petite composante sous-séreuse et la majeure partie c'est en myome intramural. Le FIGO 6, c'est un myome avec la majeure partie en sous-séreux, plus de 50% en sous-séreux. Et le FIGO 7, c'est un myome qui se développe à l'extérieur de la cavité utérine avec laquelle il est attaché par un pédicule qui peut être fin ou large. Les myomes sous-séreux, ce sont les myomes les plus fréquents par catégorie, près de 50% des cas. Cliniquement, ils sont asymptomatiques, sauf s'ils sont volumineux, peuvent entraîner des complications, surtout mécaniques. Le diagnostic différentiel des myomes sous-séreux, c'est surtout avec le fibrome ovarien. C'est un signal comme les myomes, front hyposignal T2, hyposignal T1, donc isosignal par rapport au myomètre, qui se rehausse de façon progressive avec une courbe de type 1 sans hypersignal à la diffusion. Un autre cas d'une lésion latéro-utérine, droite, en front hyposignal T2, hyposignal T1, pas d'hypersignal significatif à l'IRM, toujours par rapport au myomètre, et pas de rehaussement significatif. On note une lésion. La lésion est hétérogène par la présence de plages de kystisation en hypersignal T2. C'était un fibrotécome. Vous notez l'épanchement ici. Donc fibrotécome plus épanchement liquidien intrapéritonéal avec pleurésie. C'est dans le cadre d'un syndrome de démence max. La courbe était presque plate. Autre type de myome, on a le myome FIGO 2,5 et les myomes FIGO 8. 2,5 parce qu'il comporte une composante à la fois sous-muqueuse et sous-séreuse. Donc c'est un myome transmural, hybride ou transmural. Donc on note ici un endométrium en front hypersignal T1 ne s'efface pas en façade avec le shading en T2. Le myome FIGO 8 du ligament large, donc le ligament large il est sous les trompes. Parfois la lésion est tellement volumineuse qu'il pose un problème de diagnostic vraiment sur l'IRM. C'est une masse fibromateuse latéro-utérine gauche exerçant un effet de masse sur l'utérus. Les myomes parasites, les myomes FIGO 8. Myomes parasites, qu'est-ce que cette histoire de parasites? Les myomes parasites, c'était au début un myome sous-séreux pédiculé. Il adhère aux structures de voisinage, puis il se détache. Il se détache de l'utérus parfois parce qu'il s'est tordu et il développe une vascularisation accessoire autonome et il devient un myome parasite. Un autre exemple d'un myome FIGO 8, nous avons deux myomes ici, intracavitaires accouchés par le col sur les sagittales. Donc on voit les deux myomes accouchés par le col. On voit ici donc
de myome intracavitaire accouché par le col se trouve totalement dans la cavité vaginale. Les myomes très rares, on a la leiomyomatose intraveineuse ou intrapéritonéale. C'est le développement de cellules myométriales à l'intérieur de structures veineuses ou péritonéales. Très rare. Un exemple tiré de la littérature d'un myome, d'une leiomyomatose intraveineuse. Vous avez des structures en front hyposignal T2 tubulées, rappelant une structure vasculaire de signal identique à celui du myomètre. Donc, un petit rappel, le myome le plus rare dans notre étude était le FIGO 1, le plus fréquent c'était le FIGO 4. Le myome typique, appelé le myome fibreux, c'est une masse ronde ou ovalaire bien circonscrite en front hyposignal T2 et hyposignal diffusion. Surtout le T2 et la diffusion pour parler d'un myome typique. Un front hyposignal T2, hyposignal diffusion. Sinon, il est atypique. Et si on injecte, il présente un rehaussement identique à celui du myomètre. Les myomes remaniés, nous avons les myomes fibreux, domateux, cellulaires, mystiques, myxoïdes ou microbioses. Donc j'attire votre attention sur les myomes œdémateux et cellulaires parce qu'ils posent un problème de diagnostic différentiel avec le sarcome, qu'on va voir par la suite. Un signal œdémateux en hyposignal T1, isosignal T2, hypo T1, iso T2, hypo T1, hétérogène en T2. Mais l'ADC qui fait la différence surtout entre l'œdémateux, le cellulaire et les plis cellulaires avec une ADC un peu plus bas par rapport à l'œdémateux, mais jamais inférieur à 1,2. Contrairement au sarcome qui présente un front hypersignal à la diffusion avec une chute, une restriction de l'ADC, et c'est très important. On commence par le fibrome remanié avec la dégénérescence myxoïde, hyaline. C'est la fibrose hyaline, c'est la hyalinisation, c'est la dégénérescence la plus fréquente parce que c'est l'évolution naturelle de chaque fibrome, c'est ça, c'est comme ça, il évolue par dégénérescence, d'où le terme impropre de fibrome. Et après plusieurs années, on va avoir des classifications en asignal T1 et T2. La dégénérescence œdémateuse puis kystique, c'est aussi une dégénérescence fréquente et parfois elle est focale ou diffuse sous forme de plage liquidienne lorsque c'est plus évolué, sans hypersignal à la diffusion et sans rehaussement significatif. La microbiose ou la dégénérescence hémorragique, quant à elle, contrairement aux autres dégénérescences, la dégénérescence hémorragique, elle est symptomatique. Donc c'est des douleurs intenses chez la femme, d'accord, et parfois un fébricule. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la vascularisation du myome, c'est une vascularisation périphérique, et lorsque les veines de drainage vont se thromboser, surtout après, en cours de grossesse ou prise contraceptive, on va avoir une thrombose des veines de drainage et une nécrose hémorragique. Et en IR1, c'est un aspect pathognomonique, c'est une couronne en hypersignal T1 qui ne s'efface pas en FATSAT, c'est hémorragique. Et après injection, on note un rehaussement périphérique. La dégénérescence myxoïde, le tissu myxoïde est en front hypersignal T2, mais c'est pas liquidien, c'est pas du liquide, parce qu'après injection, on note des spots, des vaisseaux à travers cet hypersignal T2. La dégénérescence graisseuse ou le lipoléomyome, c'est de la graisse, c'est des densités graisseuses, hypersignal T1 qui s'efface après saturation de la graisse, hyperéchogène à l'échographie, densité graisseuse au scanner, hypersignal T1 qui s'efface après saturation de la graisse. Un exemple ici d'un myome intramural de FIGO 4. Vous notez le front hyposignal T2, isosignal par rapport au myomètre T1, mais le rehaussement il est très intense après injection. Regardez toujours la diffusion, il n'y a pas d'hypersignal diffusion, et la courbe était une courbe similaire à celui du myomètre. Pour le sarcome, c'est une tumeur mésenchymateuse maligne rare, moi j'en ai vu 2, c'est très rare. La clinique, déjà nous avons un contexte de ménopause avec des saignements, l'aspect est évocateur à l'imagerie, c'est une masse solide, souvent unique, très volumineuse, plus de 10 cm, hétérogène, et cette hétérogénéité, c'est surtout en T2, le signal il est intermédiaire avec des ondes de nécrose, et pour signal T1, vous notez l'hypersignal
diffusion avec un rehaussement intense et une courbe sus-décalée de type 3. Ici, un autre exemple d'un sarcome utérin carcinose péritonéal, signal intermédiaire en T2, hypersignal diffusion, restriction de l'ADC jusqu'à 0,7 et un rehaussement intense, surtout périphérique, avec une courbe sus-décalée de type 3. Je conclue par le compte rendu. Donc le compte rendu IRM d'un myome, on doit commencer par l'utérus, préciser surtout sa taille, c'est très important pour le chirurgien, l'épaisseur d'endomètre, la zone jonctionnelle, qui est une zone virtuelle, elle n'est visible qu'en IRM, c'est le tiers interne du myomètre. D'accord. Pour le myome, on doit préciser leur nombre, la taille dans les 3 plans d'espace, parce que c'est très important, on doit donner une cartographie précise, la topographie, est-ce que c'est phendique, corporeal, ismique ou cervical, est-ce que c'est antérieur, postérieur ou latéral, et est-ce qu'il est sous-muqueux, sous-séreux ou intramyométriel, la classification FIGO. Il ne faut jamais oublier les annexes, cherchez toujours les annexes et les lésions associées. Attention au myome remanié, il faut savoir diagnostiquer le myome remanié et ne jamais rater un sarcome. Je vous remercie de votre attention.